Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'identification des SIM s'échelonnera sur plusieurs mois selon le président de Digicel Haïti, M. Martin Booth. Il a fait remarquer que la nouvelle réglementation interdisant les cartes SIM préactivées ne permettra pas d'éliminer l'utilisation des téléphones par les gangs. Présentation ce vendredi d'un guide anti-corruption par l'organisation Ensemble contre la corruption ECC. Ce nouvel ouvrage vise à aider la population haïtienne à mener son combat contre la corruption et l'impunité et à faire la promotion de la bonne gouvernance. La décision de remettre Obed Joseph a été prise dans le cadre d'une réunion entre gangs, affirme Marie-Rose du Sénat du RNDDH. Elle a expliqué que le nom de l'assassin présumé d'Evelyne Sincère étant sur la place publique, les groupes armés n'avaient pas d'autre choix que de le remettre aux autorités. Hier, il était vers 11h du matin, il y a eu une rencontre qui était faite dans Waf Jérémy, côté que Jimmy Cherizier alias Barbecue, Serge Alexis alias T Junior, Wilson Pierre alias T Sonson, Mikanor Altes alias Wamikanor ont participé et il a été question de décider de l'opportunité ou non de rendre Obed Joseph à la police. Non seulement il était sous contrôle G9, mais il a participé dans la rencontre ça. Et c'est après la rencontre ça que Jimmy Cherizier alias Barbecue rentré la Kylie avec Obed Joseph. Et dans la soirée, nous parlons de vidéo que dit Evin voyé, côté que l'a expliqué que Obed n'a meni et que il peut remettre li by la police. Bon, pour nous même on théâtre, parce que premièrement, journée aujourd'hui, faut que nous d'accord, autorité étatique avec autorité policière, il a fait une pression psychologique sur toute population, pour faire nous accepter cohabiter avec G9, accepter cohabiter avec gang. Donc, tout bêtement, c'est pour faire comprendre que kagien bon gang, kagien mauvais gang. Alors que pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, l'éclair, toute gang, c'est gang, et place tout bandit, même genre avec Jimmy Cherizier alias Barbecue, c'est des barreaux qu'il dit. Donc, maintenant, yo même yo décidé entre eux pour faire tout théâtre ça, mais dommage pour eux parce que, avec différentes vidéos que Jimmy Cherizier alias Barbecue fait sortir, nous pensons que yo maré pied yo, au contraire, empêtré yo dans des situations vraiment inacceptables. Par exemple, c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue dans une vidéo qui dit comme ça que li apprend que DCPJ te capté signal téléphone Obed Joseph dans area zone côté lié. Mais maintenant qui est dans DCPJ qui dit Jimmy Cherizier ça? Est-ce que c'est parce que Jimmy Cherizier chita en dans DCPJ ou bien est-ce que c'est parce que DCPJ lui-même c'est en dans fief Delma 6 Jimmy Cherizier que le chita? Donc tout ça c'est des informations que Jimmy Cherizier baille dans vidéo là qui quitte nous-mêmes au niveau de RNDDH très perplexe. Présentation ce vendredi d'un guide anti-corruption par l'organisation Ensemble contre la corruption ECC. Ce nouvel ouvrage vise à aider la population haïtienne à mener son combat contre la corruption et l'impunité, à faire la promotion de la bonne gouvernance, de la bonne gestion des ressources et des fonds publics en faveur du développement de la société haïtienne. La corruption est un phénomène qui n'existe pas que dans l'administration publique, elle est partout et elle doit être combattue par tous les moyens, a déclaré Édouard Poultre, secrétaire exécutif de l'ECC. Nous mettons dans main tout citoyen des outils pour connaître qui sa corruption est. Pour nommer corruption. Les corruptions passent dans le quartier là, yo dit qui ça, qui non corruption ça a apporté. Donc nous démocratiser lutte contre la corruption. Jodi, la corruption n'est plus une affaire de administration publique et avocats, etc. Et c'est l'affaire de tous les citoyens. Lorsque livre ça, ou connaît qui ça enrichissement illicite là yé, ou connaît qui ça concussion yé et qui gens yo capable de passer devant la caille. Maintenant, ça c'est une formé à c'est une, mais l'autre deuxième attitude là, c'est la communication de l'information. Ou besoin pour participer dans la lutte contre la corruption, ou besoin non seulement comprendre l'information,
collecter information, mais faut capable diffuser, traiter information et puis diffuser. Nous-mêmes, nous, dans ECC, nous proposer une adresse mail pour nous collecter information qui sorti tout partout dans le pays. Lire alerte corruption à commercial ecc-haiti.org. Et les outils ça n'attendent qu'on y ait, nous commençons à faire formation avec guide là, nous allons faire formation à travers le pays et nous attendons que l'information remonte vienne joindre nous dans UCC pour nous capables de connaître qui ça nous va le faire avec eux. Voilà dynamique là li clair pour tout le monde, nous allons former moun n'a prélé des lanceurs d'alerte. Il y a gagné des outils pour yo travail, pour collecter information et puis pour yo faire information yo collecter remonter venir joindre nous pour nous-mêmes nous capables faire investigation qu'il faut pour nous sur chaque acte de corruption qui a commis à travers le pays. Le président de Digicel Haïti, M. Martin Booth, affirme que la nouvelle réglementation interdisant les cartes SIM préactivées ne permettra pas d'éliminer l'utilisation des téléphones par les gangs. Il soutient que les criminels ont souvent recours au téléphone des victimes pour exiger des rançons. Pour M. Booth, il faudrait réaliser des améliorations dans plusieurs secteurs afin de garantir un climat sécuritaire. Il donne l'assurance que les opérateurs continueront à fournir des informations sur la localisation des téléphones dans le cadre des enquêtes policières et judiciaires. De plus, il indique que la mise en place de ce nouveau système nécessitera des dépenses de l'ordre de plusieurs millions de dollars et s'échelonnera sur plusieurs mois. Il faudra environ 6 mois pour que les vendeurs soient dotés du matériel nécessaire qui permettra de vérifier l'identité du client. Le feuilleton électoral américain continue aujourd'hui encore. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents sur Métropole le soir de l'élection présidentielle, nous avions couvert cet événement de portée mondiale. Et pour ceux qui ne seraient pas restés jusqu'à la fin, je rappelle que nous autres qui étions présents, nous avons quitté les studios de Métropole à 4h30 du matin. Et je viens d'annoncer qu'on continue. Je continue avec un des invités qui était présent et le soir de l'élection présidentielle. C'est l'économiste William Savary, également fondateur du Haitian Stock Exchange, mais qui connaît très bien les États-Unis et sa politique. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. William, si vous le permettez, je vais commencer par une rapide mise en contexte et ensuite on essaiera de développer 2 questions en particulier parce que la télévision américaine ne parle que de ça et même une grande partie des télévisions étrangères ne parlent que de ça, mais pas forcément sous le même angle. Alors, mise en contexte très rapidement. Au moment où les élections présidentielles américaines approchaient, tous les pronostics, ou presque tous, parlaient d'une possible vague bleue, c'est-à-dire bleu étant la couleur des démocrates. On s'attendait à ce que Biden ait une victoire extraordinaire, comme on l'avait prévu d'ailleurs à l'époque de l'affrontement entre Hillary Clinton et Donald Trump. On avait annoncé aussi une victoire écrasante des démocrates. Et puis, le jour des élections est arrivé et les démocrates ont commencé à déchanter. Et lorsque la soirée s'est achevée, les démocrates n'étaient pas du tout optimistes. Certains même avaient déjà jeté l'éponge en disant « c'est fichu, Trump va faire 4 années de plus ». Et puis au réveil, le lendemain matin, les choses se présentaient différemment. Pourquoi ?
parce que le jour même, les différents centres de vote n'avaient comptabilisé que les votes des gens présents. Et là, Trump avait un certain avantage puisqu'il avait demandé à ses troupes, aux troupes républicaines, d'aller voter en masse, mais d'être présents le jour même. Alors que les démocrates, une grande partie des démocrates avaient plutôt décidé de voter par anticipation, soit par anticipation, donc quelques jours avant, soit par la poste. Et dans certains États, car n'oublions pas, il n'y a pas une élection présidentielle aux États-Unis, il y a 50 élections présidentielles, une par État, avec chaque État d'ailleurs qui a ses propres lois qui ne sont pas forcément celles des autres. Ainsi, certains États avaient autorisé le décompte, le comptage des votes anticipés des réceptions. Le vote arrivait une semaine avant, on le comptabilisait tout de suite et on l'attribuait au candidat. D'autres États n'autorisaient le comptage de ces votes anticipés qu'à partir du jour de l'élection. Or, c'est la première fois dans l'histoire électorale américaine que autant d'électeurs ont voté. Cette année 2020 a établi un record de participation aux États-Unis. Alors évidemment, il faut du temps pour compter, pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche, etc., etc. Et c'est pourquoi le maître mot aujourd'hui, partout dans le monde, c'est patience, 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 on verra bien. Entre-temps, les choses ont évolué et aujourd'hui, les démocrates sont tout sourire, car on a l'impression que l'espoir a basculé plutôt du côté des démocrates, alors que les républicains et Donald Trump en particulier se débattent comme un diable dans un bénitier, en train d'accuser tout le monde de triche, d'ailleurs, je vous l'avais bien dit, la preuve, etc. Malheureusement, de preuves, il n'y en a jusqu'à présent aucune. On n'a pas encore découvert dans aucun des États et dans aucun des bureaux de vote massif ou de fraude évidente. Alors, on en est là. Si vous suivez la télévision américaine, vous verrez que jusqu'au moment où on parle maintenant, CNN accorde 254 voix à Joe Biden, contre 213 ou 214, je crois, au président sortant, alors que d'autres chaînes lui accordent 264 voix. C'est-à-dire que au moment où on parle, Joe Biden serait à 4 voix de 6 voix d'obtenir les fameux 270 qui font de vous le président élu des États-Unis. La raison en est bien simple, c'est que les gens qui accordent 264 voix à Joe Biden, ce sont des gens qui ont pris les projections de l'agence Associated Press. Associated Press a estimé qu'il y avait un État où l'avance de Biden était tellement grande qu'il n'y avait aucune chance que Trump puisse renverser le résultat final, et ils ont accordé donc les 10 États, les 10 votes de cet État à M. Biden, poussant ainsi son total à 264. Alors, après cette longue introduction, vous m'en excuserez, William, il y a 2 questions que j'aimerais que nous abordions. On va laisser de côté tous les chiffres parce qu'on en a marre de... On sait compter. On sait compter, oui. Là, s'il gagne 3 millions de voix, s'il perd 20 000 ici, c'est bon. Ça, il y en a marre. J'aimerais qu'on aille peut-être un petit peu plus au fond des choses. Et surtout, peut-être, essayer de s'interroger sur quelles sont les raisons profondes qui font que cette vague bleue qu'on avait anticipée n'a jamais atterri. Bon.
C'est une question très intéressante qui nécessite une réflexion à plusieurs niveaux d'abstraction. Là, il faut dire que les démocrates comptaient beaucoup et ont fait de Covid-19 leur cheval de bataille. Mais il se trouve qu'en politique, tout comme en toute révolution, c'est pas seulement la souffrance qui occasionne les changements et les transformations. Et il y a vraiment, c'est pourquoi il y a souvent cette discussion entre les idéologiques, il y a souvent les discussions doctrinales, parce que les gens qui adhèrent à une doctrine, c'est très difficile pour ces gens-là d'abandonner leur doctrine dans quelles que soient les circonstances. Parce que ce sont les doctrines qui les définissent. Donc aux États-Unis, vous avez la doctrine de l'individualisme, vous avez la doctrine, on en a parlé, du paternalisme, où la famille détermine la direction même du pays, parce qu'en fait, aux États-Unis, la notion de famille, patrie, travail, elle est très forte, et Dieu. Ce sont des notions très très fortes aux États-Unis. Donc ce sont des éléments doctrinaux pour l'Amérique, ce qui démontre que même sur la carte de l'électorat américain, vous voyez comment que l'adhérence à la doctrine s'illustre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faire de Covid le seul le seul cheval de bataille. Disons le cheval de bataille principal. Il y avait autre chose quand même. Mais quand même, les gens qui... Oui, c'est le focus. L'attention était sur le Covid. Les gens qui ont voté Trump, ce sont des gens qui se sont souvenus qu'après Obama, d'une part, le marché boursier a continué à grimper. Il y a eu une chute dans le taux de chômage. Et il y a ce bravado qui se fait... Il y a une relance de l'économie. Il y a ce bravado qui se fait vis-à-vis de la Chine. Il y a cette main forte. Cette main forte vis-à-vis de la Chine et la Russie, même si Trump a été accusé d'être trop proche de Poutine. Mais quand même, il y a cette notion qu'il a réalisé il y a eu certaines réussites qui sont tangibles et qui ont bénéficié à la population américaine. Et son électorat s'est souvenu de ça. Et l'argumentaire pour persuader les gens de laisser tomber M. Trump à cause de la gestion de Covid n'a pas fait son chemin à travers tout l'électorat américain. D'autant plus, William, je l'avais signalé déjà la dernière fois, mais je le répète aujourd'hui car je crois que ça a été confirmé, le fait que Donald Trump ait été testé positif et que 3 jours après, il sortait de l'hôpital en saluant militairement et en arrachant son masque, victorieux. Ça a impressionné les gens parce que ça lui donnait raison, entre guillemets, lorsqu'il affirmait que le Covid c'est rien du tout, mais non, c'est une petite grippette et tout. Et là, il pouvait dire la preuve, regardez-moi. Moi, l'homme fort, l'homme conquérant, le vainqueur du Covid, donc vous pouvez aussi faire de même. Ne vous occupez pas de ces gens qui se cachent dans leur sous-sol avec des masques de plus en plus grands, etc. Et ça a joué aussi. Mais maintenant, en ce qui concerne cette démonstration de force, ou si vous voulez, cette démonstration de conviction, vraiment, il était convaincu que le Covid n'était pas aussi mal que l'on anticipait, qu'on le disait. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux vous signaler, c'est que l'une des entreprises qui a fourni le cocktail qui a été administré à M. Trump, c'est Regeneron. Regeneron, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse et qui travaille effectivement dans le stem cell research. Et au moment de l'admission de M. Trump, Regeneron se négociait à $400. Avec les événements qui ont eu lieu autour de l'infection de M. Trump, les actions de la compagnie ont grimpé jusqu'à 600. De 400 à 600. À 600. Mais je dois vous aussi signaler que M. Trump est un des grands actionnaires de cette entreprise. Oui. Merci de mettre les choses en perspective. Maintenant, il y a beaucoup de gens, en fait, nous autres qui sommes dans la finance,
et qui sommes aux aguets des opportunités à cause du Covid. On commence à rebalancer nos portefeuilles, on commence à identifier quel pourcentage de notre portefeuille placé dans les titres qui sont plutôt, qui peuvent apporter une réponse à Covid. Mais ceci, pour nous autres, nous sommes sensibles à ça. Parce que quand même, c'est un délit d'initié. Oui, absolument, oui. Bon, alors donc voilà pour les raisons peut-être qui en effet ont expliqué que cette vague bleue n'a pas eu lieu. Bon, je crois pour compléter le tableau, il faudrait quand même rajouter, on doit faire un petit peu de personnalité aussi. C'est sûr que Trump n'a jamais varié son discours. Et d'une certaine façon, on peut dire que tout ce qu'il avait promis, il l'a tenu. Bon, on ne tiendra pas compte de la liste de plus en plus importante des mensonges qu'il accumule, mais à la limite, on a envie de dire que plus il ment, plus c'est gros, plus ça passe. Oui. En particulier auprès de ses électeurs. Absolument. Donc, lui, il n'a jamais varié, ça a toujours été Make America Great Again, etc., etc. Et tant pis pour le reste du monde, car il faut quand même faire le constat suivant, qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'Amérique est totalement isolée. Maintenant, il faut aussi évoquer le fait que la politique extérieure de M. Trump a toujours été une politique pro-américaine. Pas anti-Europe, pas anti-mondial, pas anti-chinois, mais une politique pro-américaine ou pour lui l'isolationnisme. Mais pas en parole. Non. Pas en parole. Non, seulement en parole. Non. Parce que dans les faits, quand on observe les faits, c'est pas vrai du tout. D'accord, j'avais mal compris. Mais ce qui est intéressant, les insultes. Mais ce qui est intéressant, c'est que son électorat reste attaché à ce discours. Et c'est ce qui est intéressant. Et on veut comprendre pourquoi il n'y a pas eu de migration, d'abandon de la position nationaliste de M. Trump, isolationniste de M. Trump, et le raz-de-marée auquel on s'attendait, qui n'a pas eu lieu. Mais c'est simplement parce que les positions de M. Trump reflètent exactement les positions de son électorat. Et il y a un autre facteur aussi que je crois il faut prendre en ligne de compte, et ça c'est à l'avantage peut-être de M. Trump, c'est que depuis des décennies peut-être, c'est le seul président américain à n'avoir pas entamé une nouvelle guerre. Et ensuite, pour compléter dans le même sens, à avoir rapatrié un certain nombre de soldats, quel que soit d'ailleurs le résultat que ce retrait pouvait avoir sur les régions en question, et les conséquences ont été graves, mais c'était bon pour l'Amérique. Oui, mais c'est encore... C'était bon pour l'Amérique. Les gosses revenaient à la maison et l'Amérique n'était en guerre officielle contre personne. Bon, ça a joué en sa faveur aussi. C'est encore un des éléments de l'isolationnisme absolument. Et puis enfin, bon, bien sûr, c'est un petit peu difficile à évaluer, mais il y a la personnalité même de Joe Biden. On n'arrive pas vraiment à le cerner. Lui-même n'est pas très bon débatteur. Il bafouille parfois. Il se trompe même parfois. On l'a vu l'autre jour même avec sa petite fille. Il s'est trompé de petite fille. Et évidemment, Donald Trump n'a jamais manqué d'enfoncer le clou. Sleepy Joe. Bon, alors, en enfonçant. Et puis une fois que Trump avait lancé ses attaques, on regardait Joe Biden et puis il y a certaines personnes qui se disaient il n'a peut-être pas tort finalement. Mais encore ça peut aussi avoir joué en faveur de Joe, parce que là quand même c'est Uncle Joe. Il y a l'autre qui est bien sûr. Parce que beaucoup de gens qui écoutent, qui harcèlent, qui le martèlent. Mais il y a quand même ce côté bon enfant, ce côté sympathique de M. Biden, qui inspire confiance quand même, mais il n'est pas méchant. Quoique fondamentalement, c'est quelqu'un qui ne va pas négocier l'avenir et la sécurité de l'Amérique. Absolument pas, bien sûr. Mais quand même, et les gens s'en souviennent quand même que pendant l'administration de M. Obama, il n'y a pas eu non plus. Ça fait longtemps depuis qu'on a eu des guerres aux États-Unis, quand même. Donc, parce que maintenant, les enjeux sont tellement énormes que tout le monde perd si vraiment il y a des guerres. Et les guerres qui doivent se faire maintenant, ce sont des guerres de dominance en ce qui concerne les positions économiques sur le marché international, le marché mondial, mais les guerres militaires, là, ces guerres-là se font avec la technologie et le mécanisme de la finance. Et par les petits pays interposés. Oui, bien sûr. On les envoie. Proxy war.
servir de chair à canon. Absolument. Oui. Alors, William, là, malheureusement, on va devoir aller un petit peu vite sur la deuxième question. Question que tout le monde se pose, même si la réponse est évidente. De tout ce que l'on voit là maintenant aujourd'hui, et si on part de l'hypothèse que Joe Biden va gagner ces élections, bon, je crois que à 90%, tout le monde est convaincu qu'au point où on en est, il ne peut pas perdre. Même la Pennsylvanie, qu'on avait donnée perdante, là aujourd'hui, il est passé devant Trump, et les quelques voix qui restent à prendre iront en grande pourcentage envers lui, donc il va. Et s'il gagne la Pennsylvanie, c'est fini, parce que ça fait 20, 264 plus 20, il est largement au-dessus des 270. Mais, question. Est-ce que, donc je dis bien, on part de l'hypothèse que M. Biden va gagner et que M. Trump sera obligé, qu'il le veuille ou non, de quitter la Maison-Blanche. Est-ce que le Trumpisme va continuer à exister sans Donald Trump? Il y a 49% de la population a voté pour lui. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime dire, je veux comparer M. Trump aujourd'hui, la position qu'il a au cas où il perdrait, et il va jouer la victime. Ah ben oui. Maintenant, jouer la victime, c'est stratégique. Et il va continuer de le faire. Pourquoi? Parce qu'il anticipe présenter sa fille Ivanka à l'électorat américain dans les campagnes de 2024. Et pas lui. Parce qu'il y a des gens le Parti républicain, il va continuer à être très influent. Non, mais il y a des gens qui même commencent à dire dès aujourd'hui qu'il se prépare à repédaler en 2024. Je ne crois pas que c'est lui. Je crois plutôt que il prépare le terrain. Maintenant, tous les gens qui ont voté pour lui et qui vont avoir le regret de n'avoir pas gagné les élections. C'est comme les femmes qui ont voté pour Hillary qui avaient perdu les élections. Ce sont des gens qui se sont vus comme les victimes de la machine électorale. Ou les jeunes qui ont voté pour Bernie Sanders, lorsque Bernie Sanders a échoué. Mais tous ces gens-là, ils ont eu ce qu'on appelle aux États-Unis a toast to grind. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui se préparent, alors qui se sont préparés pendant tout l'électorat, tout le mandat de M. Trump, 4 ans, et pendant ces 4 ans, il y a eu 3 ans de manifestations constantes, et jusqu'à la fin de son mandat, il y a eu des manifestations constantes. Mais ce sont ces gens-là qui ont constitué le raz-de-marée qu'on a témoigné en ce qui concerne la quantité de voix qui ont été déposées. Maintenant, ceci va être de même en 2024. D'une part, les républicains, d'abord, ils vont s'organiser et à travers des cellules à travers le pays pour essayer de se faire de nouveaux adhérents. Ils sont actifs au niveau des universités, au niveau des églises. Dans tous les endroits, il y a de grandes agglomérations pour se faire des fidèles. Et bien sûr, à aiguiser l'argumentaire que les démocrates sont de la gauche, sont des socialistes, sont des perdants. Ils vont aiguiser cet argumentaire et ceci pour se créer davantage d'adhérents. Et bon, si les démocrates ne font pas de même, 2024 sera une année intéressante. Et aussi, n'oubliez pas que selon les derniers résultats, il me semble que le Sénat américain basculerait au camp des démocrates, ce qui ferait que... Oui, ils sont à 49-48 là maintenant. Mais avec la possibilité, parce qu'il y a eu cet ancien astronaute qui vient d'avoir gagné contre toute attente, donc encore une fois, alors qu'on avait déjà donné le Sénat perdant au profit des Républicains, là maintenant... Ce qui est intéressant, il faut se rendre compte qu'au niveau du Sénat, c'est le Sénat détermine la direction du pouvoir législatif, parce que quand même c'est à travers le Sénat que les juges sont élus, sont sélectionnés plutôt au niveau de la Cour suprême. Donc là, on aura une bataille extraordinaire parce que le contrôle du Sénat détermine quoi que on nous dit aux États-Unis il y a 3 pouvoirs séparés, judiciaire, exécutif et législatif. Mais vraiment, la personne qui vraiment contrôle le Sénat contrôle le pouvoir judiciaire aux États-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et le contrôle du pouvoir judiciaire détermine la direction de la justice à travers le territoire américain. Aujourd'hui, il y a eu 155 de district court qui ont été choisis sous l'administration de M. Trump, qui sont tous de la droite américaine. Donc, ce qui veut dire le terrain est vraiment propice pour la continuation du trumpisme. Tout à fait. Et la substitution de M. Trump
planté ses graines. Absolument. Et jusqu'à la Cour suprême, évidemment. Jusqu'à la Cour suprême. Donc, ça devient intéressant. Ce sera un débat intéressant pendant toute l'administration, le premier mandat de M. Biden. Donc, et Kamala Harris, elle aura en face d'elle, elle se prépare pendant ce mandat pour les 2024. Tout à fait. Donc, vous avez déjà pour 2024 deux femmes qui vont se présenter aux élections américaines, Ivanka Trump et Kamala Harris. Vous marquez ceci et vous devez vous rappeler que vous l'avez entendu sur Métropole. Très bien. Alors, je répète, attendez-vous en 2024 à avoir une candidate démocrate femme, en la personne de la future vice-présidente Kamala Harris, et une femme également du côté républicain, en la personne de la fille de Donald Trump, Ivanka. Pour terminer, deux choses qu'il faut hélas aussi constater, c'est que quel que soit le président qui arrivera au pouvoir, là, dans quelques jours ou dans quelques semaines, ce ne sera pas facile pour lui. Ce ne sera pas facile pour lui et pendant toute cette mandature, les choses vont être extrêmement compliquées car le passage au pouvoir de M. Trump a servi à créer deux pays. À créer vraiment une fracture pratiquement irréconciliable entre deux Amériques. On savait que cette fracture existait, mais à cause de l'extravagance de M. Trump, les choses sont actuellement... in the open. In the open, sont actuellement voilà, ce qu'on disait découvert. Ouais. Et là, ça ne va pas être drôle, ça va être même très triste pour les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on dirait, il y a beaucoup moins d'hypocrisie. Bien, eh bien encore une fois, merci William Savary d'être venu nous voir ce soir pour remettre les choses en contexte et peut-être essayer de voir vers où on se dirige aujourd'hui. Comme on l'a dit, quel que soit le vainqueur, les choses ne seront pas faciles et il faudra regarder attentivement l'horizon 2024. Merci William, bonne fin de journée. Merci Serge. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.